Pierre-Alain Coutinho, candidat aux élections départementales de 2021 sous l'étiquette LFI et assistant familial de Loire-Atlantique, a avoué avoir violé une enfant handicapée de 4 ans. Il est aussi accusé d'enregistrement de détention et de diffusion d'images à caractère pornographique d'un mineur. Comment expliquer cette recrudescence de pédocriminalité en France ? Les pouvoirs publics font-ils ce qu'il faut pour combattre la pédocriminalité ? Que dit la loi contre ces agissements ? À ces questions répondra Maître David Guyon. Vous êtes sur GPTV Actu, c'est parti. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur GPTV Actu, la petite chaîne qui monte déjà 196 000 abonnés. On parle d'actu comme aucune autre et comme sûrement pas Apolline de Malherbe ne le fera. N'oubliez pas de vous abonner à l'aide de Jeux Politiques Profondes, elle est là, elle est présente, elle est entre mes mains. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Et n'oubliez pas, vous avez pendant 7 jours gratuits, nos services. Voilà, si vous y abonnez. Alors, j'ai avec moi notre ami Maître David Guyon. On va parler d'une affaire un peu sordide. Cher Maître, je l'ai dit en introduction, on voit qu'il y a une recrudescence de ce type de faits divers. Est-ce qu'on peut l'expliquer, aujourd'hui ? Bonjour Mike, bonjour à tous, merci de l'invitation. Alors tout d'abord, je pense qu'il y a 2 choses à rappeler quand on traite d'un sujet pénal. La présomption d'innocence. Ah oui, bien sûr. C'est la première chose. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, une personne est toujours présumée innocente jusqu'au moment où un tribunal va rendre une décision de culpabilité et que cette décision sera définitive. Donc même s'il y a eu des aveux, pour l'instant, il n'est pas encore jugé et donc il faut respecter cette présomption d'innocence. La deuxième chose, c'est le secret de l'instruction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes extérieurs à ce dossier. Et donc, il y a des enquêtes, il y a des actes qui sont réalisés qui font qu'il y a plein de choses que nous ignorons. Pour l'instant, il semblerait que ce soit une petite fille dont, effectivement, M. Coutinho avait la garde, petite fille handicapée. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes, peut-être qu'il y a un réseau beaucoup plus large, et ça, c'est seulement l'enquête qui pourra nous le déterminer, et qui pourra déterminer la culpabilité de M. Coutinho. Donc ça, c'est, à mon sens, les 2 principes à rappeler, présomption d'innocence, secret de l'instruction. Est-ce qu'il y a une recrudescence de la pédocriminalité ? Bon, tout d'abord, la pédocriminalité, c'est quelque chose qui a toujours existé, d'accord ? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes plus touchés par ça qu'auparavant ? Il faudrait qu'on puisse avoir des chiffres officiels. Est-ce que vous le voyez dans les tribunaux, par exemple ? Alors, moi, je n'interviens pas régulièrement en matière pénale. En revanche, il est clair que notre société se complexifie et que ces actes sont de plus en plus importants. Peut-être qu'ils sont davantage dénoncés, parce que la pédocriminalité, elle commence au sein des familles. C'est quelque chose qui n'est pas évoqué, dont on ne parle jamais, mais qui en réalité va parfois constituer un peu le linge sale de la famille qui ne souhaitera pas en discuter devant les tribunaux. Il y a, à mon sens, aujourd'hui, avec l'individualisme de la société, le sentiment que la parole des victimes peut être aussi libérée. Il y a eu le MeToo, il y a eu bien entendu toute une série de phénomènes qui font qu'aujourd'hui, les victimes vont avoir plus tendance à dénoncer ces actes. Ce qui, encore une fois, est une bonne chose, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas dénoncer un pédocriminel. J'en ai connu de manière très proche de moi, et effectivement, lorsque vous ne neutralisez pas un pédocriminel, vous laissez la possibilité que ce dernier puisse de nouveau sévir et donc briser d'autres vies. Et ça, c'est extrêmement important. Les victimes de ces actes doivent absolument, d'une part, les dénoncer, et celles qui ne les dénoncent pas, finalement, se retrouvent également coupables de ces actes, coupables de non-dénonciation de crimes, parce que c'est un crime. Mais comment ça se passe, juridiquement, quand c'est une enfant de 4 ans ? Comment ça se passe ? Comment elle est prise en charge par le tribunal, par les juges, par la police ? Qu'est-ce qu'on sait ? C'est une enfant qui va
visiblement être placé. Ça, c'est ce qu'il faut tout d'abord comprendre. Donc placé en famille d'accueil ou placé en tout cas au sein de l'administration d'État et notamment de l'ASE. Et évidemment, ce qu'on va chercher à savoir, c'est tout ce qu'on peut faire pour lui permettre d'avoir une vie la plus normale possible. Sachant que quand vous vivez ça, vous ne pouvez pas avoir une vie normale. Votre vie est brisée, évidemment. Donc dorénavant, ça va être la charge de l'État de faire en sorte que cette petite fille puisse avoir une vie la plus normale possible. Ce qui est dramatique dans ce dossier de M. Cottineau, c'est que visiblement, on a des personnes qui peuvent avoir la possibilité de recevoir chez eux des enfants placés sans que l'on puisse déterminer en amont leur potentialité criminelle et en tout cas leur dérive, leur déviance. Comment ça, ça veut dire qu'elles ne sont pas contrôlées? Il n'y a pas, je ne sais pas moi, une assistante sociale qui en amont teste, je ne sais pas, quelqu'un pour savoir si cette personne peut être famille d'accueil ou pas? Si, en principe, il y a effectivement des enquêtes de moralité, il y a des enquêtes qui sont réalisées sur ces personnes, mais visiblement, il y a eu une faille. Il y a eu une défaillance. Parce que ce qui s'est passé ici n'aurait pas dû se passer. Donc, ça veut dire qu'il va falloir avoir un retour d'expérience. Qu'est-ce qui a mal fonctionné? Qu'est-ce qui a dysfonctionné? Qu'est-ce qui pourra être amélioré pour éviter qu'il y ait d'autres personnes qui soient dans la même situation? Parce qu'en réalité, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La pédocriminalité, ce sont des actes odieux qui ne sont malheureusement que très peu dénoncés. Et ce n'est finalement qu'à l'âge adulte que la parole des victimes finit par se libérer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une prescription particulière. La prescription ne court pas durant toute la minorité des victimes et c'est à partir de 18 ans qu'elle va commencer à courir. Comment ça se fait que c'est peu dénoncé? Est-ce qu'il y a un blocage psychologique à ce niveau? En fait, les enfants sont sous emprise. Ils sont sous emprise parce qu'ils ont la culpabilité, le sentiment qu'en libérant leurs paroles, ils vont parfois briser une famille. Et ils culpabilisent à l'idée de pouvoir faire du mal à autrui en dénonçant ces faits. Or, la grande difficulté, c'est que comme nous ne les repérons pas à l'école, nous ne les repérons pas au sein des familles, ces victimes restent isolées. Ces victimes restent non identifiées et donc on a des difficultés à avoir des chiffres sur la pédocriminalité et on a des difficultés à pouvoir lutter efficacement contre ce genre de dérives qui sont des dérives, encore une fois, il faut insister, odieuses. Mais on a du mal, pourquoi? Parce que les moyens sont mis en place ou pas? Est-ce que l'État donne de l'argent? Est-ce qu'il y a du personnel? Pourquoi on a du mal justement? On a du mal parce que ce sont des faits, comme je l'ai expliqué, qui se passent souvent au sein des familles. L'État, dans une démocratie, n'a pas à s'immiscer au sein des familles. Donc c'est déjà la première limite. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi un État qui est dans l'incapacité de former des personnes suffisamment compétentes pour repérer ce genre de dysfonctionnement. C'est-à-dire qu'un enfant qui subit ce genre d'acte doit pouvoir être repéré au sein des établissements scolaires. Or, ce n'est pas le cas parce que dans les établissements scolaires, je pense aux écoles élémentaires, on ne forme pas les professeurs et toutes les personnes de la petite enfance ou qui vont accompagner les enfants à repérer ce genre de comportement. Donc évidemment, comme on ne peut pas les repérer, on ne peut pas les protéger et on ne peut pas derrière avoir une véritable politique de répression. Alors on sait qu'au sein de l'éducation nationale, c'est quand même l'omerta, c'est un peu comme dans l'église. Ouais. Donc j'imagine aussi que là-dessus, ça n'aide pas. Ça n'aide pas, et puis encore une fois, on a des personnes qui sont de dangereux criminels et qui malheureusement officient au sein de cette administration. C'est-à-dire que quand l'administration est chargée de vous protéger et qu'elle contient en son sein des personnes qui sont des prédateurs sexuels, évidemment, il y a quelque chose qui est à revoir, à refaire. Et là-dessus, évidemment, la responsabilité de l'État devra être engagée. Là, c'est typiquement une défaillance du système de l'État. Monsieur Cottineau n'aurait jamais dû avoir une enfant de 4 ans chez lui, alors qu'il avait finalement le potentiel d'un prédateur sexuel. Qu'est-ce qui faisait qu'on aurait pu croire qu'il est un potentiel prédateur sexuel? Qu'est-ce qui aurait pu alerter? Tout d'abord, on remarque que dans ce type d'affaires pénales, il va y avoir ce qu'on appelle une enquête de personnalité. Donc on va déterminer sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Est-ce qu'il a eu des frères et sœurs? Est-ce qu'il a été bien élevé? Est-ce qu'il avait de bons rapports avec ses parents, ses amis, sa vie professionnelle? Donc il va y avoir une enquête de personnalité qui va être poussée. Dommage de ne pas l'avoir fait plus tôt en amont.
Deuxièmement, il va voir, comme tous les prédateurs sexuels, comme tous les criminels sexuels, 2 médecins psychiatres qui vont réaliser une enquête sur la dangerosité de l'individu, sa capacité aussi à pouvoir recommencer, et éventuellement s'il y a finalement des maladies mentales qui pourraient expliquer ce comportement. Il est regrettable qu'il n'y ait pas des enquêtes aussi approfondies en amont, parce qu'en réalité c'est en amont qu'on pourra éventuellement réussir, je pense que ça ne sera pas parfait, mais en tout cas limiter ce genre de faits divers. Genre de fait divers qui, encore une fois, a été porté à la connaissance du public, mais qui aurait pu tout à fait rester anodin, comme des millions d'autres faits du même acabit pour des millions d'enfants chaque année en France. Mais souvent aussi, dans les tribunaux, en tout cas pour enfants, on voit nombre de dossiers, des piles de dossiers, on voit qu'il manque peut-être des juges, qu'il manque aussi des psychologues. Comment ça se passe exactement au sein d'un tribunal? Bon, même si ce n'est pas votre spécialité, mais j'imagine que vous avez quand même pu voir sur certaines affaires, certains dossiers. Ce que vous évoquez, ce n'est pas propre à la justice des enfants. C'est pas, la justice des mineurs n'échappe pas aux mêmes règles qui concernent tous les tribunaux. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 1 000 € de dépenses publiques, vous avez 4 € qui est consacré au ministère de la Justice. Sur ces 4 €, vous en avez 3 qui concernent les prisons. Et donc, il reste 1 € sur 1 000 € de dépenses publiques qui est consacré vraiment aux magistrats, aux greffiers, aux tribunaux, aux charges de fonctionnement. Quand on consacre 4 € sur 1 000 € de dépenses publiques, évidemment qu'on ne peut pas avoir une justice qui est à la fois rapide, efficace, et qui permet également aux membres qui la composent de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, des conditions qui sont dignes. On a aujourd'hui des magistrats, des greffiers qui sont épuisés, qui croulent sous le travail, et nous, en tant qu'avocats, nous devons expliquer à nos clients que le temps de la justice est un temps particulièrement long, parce que justement, nous sommes dans l'incapacité en France, 7e puissance mondiale encore actuellement, nous sommes dans l'incapacité en France d'être en mesure d'apporter une justice de qualité à nos concitoyens. La justice des mineurs n'y échappe pas. On se retrouve avec des magistrats qui sont acculés, sous-formés, avec des piles de dossiers, et des dossiers qui vont durer, ce qui n'est pas satisfaisant dans ce genre de situation, puisqu'on doit rapidement pouvoir être en mesure de réprimer les personnes qui ont commis ces infractions et en mesure d'apporter des solutions pour ces enfants, notamment pour cet enfant qui va devoir reconstruire sa vie. En tout cas, c'est intéressant ce que vous avez dit, c'est-à-dire que 1 € sur 1 000 € sont investis dans la justice. Tout à fait. Enfin, c'est fou quand même d'apprendre ces choses-là. Est-ce que c'est vrai que la France, à ce niveau, elle est la dernière, on va dire, à part égale par rapport aux autres pays européens? Elle est le 25e sur 27. 25e sur 27. 25e, alors les chiffres sont très récents parce que le barreau de Montpellier a dénoncé très récemment justement le montant des sommes qui étaient accordées à la justice. Donc c'est pour ça qu'on a eu une communication en interne au sein de l'ordre et qui font que j'ai les chiffres très frais. Donc c'est vraiment un problème qui est structurel. Ce n'est pas que, comme certains le disent, essentiellement une justice politique. C'est avant tout une question de moyens. Ah oui, la France ne se donne pas les moyens de la justice, ne se donne pas les moyens d'apporter une justice de qualité à ses concitoyens. Quel est le risque quand on ne donne pas une justice de qualité? C'est que si l'État devient incapable de rendre la justice pour ses concitoyens, les concitoyens se rendront justice eux-mêmes. C'est vrai, mais surtout qu'en plus, l'État, l'État français en tout cas, étant un pays jacobin, centralisateur, etc., a décidé de s'accaparer tout le régalien. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, parce que c'est l'État qui doit défendre. Ils ne peuvent pas non plus se rendre justice. Bon, ça pour le coup, c'est pas plus mal. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas se défendre, ça c'est une certitude. Et donc, l'État, normalement, doit tout faire à ce niveau, parce que c'est l'État qui s'est pris ses prérogatives. Donc, si l'État, en se prenant cette prérogative, n'y investit pas, donc l'État met en danger ses concitoyens. Tout à fait. De toute façon, il y a une insatisfaction. Aujourd'hui, mon cabinet, principalement, une des grosses thématiques à côté des soignants, c'est les délais anormalement longs de la justice. Alors, je fais condamner l'État parce qu'on a un délai qui est trop long pour obtenir une décision de justice. 24 mois de manière générale. Je pense que pour ceux qui ont déjà eu affaire à la justice, on sait très bien que c'est beaucoup plus que 24 mois. Donc, on a un vrai dysfonctionnement structurel
qui est honteux pour un État dans lequel on a autant de charges publiques, dans un État où on est autant taxé. On devrait avoir un budget de la justice qui devrait être au minimum, sur 1 000 euros de dépenses publiques, entre 100 et 200 euros au minimum pour la justice. C'est-à-dire que la justice en France aurait besoin de 100 euros sur 1 000 euros, mais au lieu de ça, elle reçoit 1 euro sur 1 000 euros. C'est-à-dire que la justice devrait être le budget doit être multiplié par 100, en fait, pour qu'elle fonctionne normalement. Pour qu'elle puisse fonctionner normalement, qu'on puisse avoir... Aujourd'hui, on a un nombre de magistrats en France qui est équivalent à ce qu'on avait proportionnellement à la population française en 1870, à la sortie du Second Empire. En 1870 ? En Second Empire, on avait un nombre de magistrats par habitant qui aujourd'hui est à peu près le même pour la France de 2024. Donc évidemment qu'on ne peut pas rendre la justice dans de bonnes conditions quand on est si peu nombreux. Sachant qu'en 1870, il y avait, je crois 25-30 millions de Français. Exactement. C'est fou. En fait, quand on regarde les chiffres, on ne peut que se lamenter sur ce niveau de justice. En réalité, on constate une chose, c'est que l'État essaye de plus en plus de se défausser sur les initiatives privées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie au maximum de faciliter la transaction. Il y a des mesures de médiation qui sont mises en place, de conciliation, de conventions de participation, qui font que les parties ont la possibilité de transiger, parce que l'État veut se défausser. C'est pareil sur la pédocriminalité, non ? Sur le régalien, le pénal reste effectivement le monopole de l'État. Là, Quoique, partis comme ils sont, ils pourraient dire oui, mademoiselle qui avait été violée par monsieur, essayez de vous arranger entre vous deux. Mais en fait, on y vient. On y vient. C'est pas une connerie, je veux dire. Non, c'est la suite de mon propos. C'est qu'en fait, on y vient. C'est qu'aujourd'hui, le pénal, c'est le procureur de la République qui représente les intérêts de l'État. Et le procureur de la République, lorsqu'il y a une infraction, c'est lui qui décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Mais c'est pas la victime et potentiellement l'auteur présumé innocent qui vont décider entre eux de s'arranger lorsqu'il y a une infraction qui a été commise. Pourquoi ? Parce que ça ne les concerne pas qu'eux. Ça concerne aussi la société. Sauf que ce que l'on constate, c'est que comme l'État est incapable de pouvoir rendre la justice parce que le budget est dérisoire par rapport au véritable coût de la justice, eh bien, on va avoir de plus en plus un système à l'américaine, dans lequel on va pouvoir, via un chèque, racheter ses fautes et être en mesure de pouvoir concilier sur ce qui est inconciliable. Ça se fait déjà ? Aujourd'hui, non. Mais c'est vers quoi le législateur veut aller. En tout cas, on s'y oriente de gré ou de force. Et même si on a encore des nombreux politiciens qui estiment qu'on ne peut pas transiger avec la justice pénale, on voit très bien qu'à ce niveau de non-investissement dans la justice, tout est fait pour que finalement l'État se charge du minimum et qu'on délaisse aux initiatives privées ce type de justice. Il y a une deuxième chose aussi, c'est ce fameux grand procès Outreau où la parole de l'enfant a été discréditée. On rappelle que l'avocat était maître Dupond-Moretti. Il a mis un peu la pression aux enfants et depuis, cette parole est discréditée. Est-ce que vous en savez un peu plus au niveau, par exemple, comment se passe au sein d'un tribunal au sein d'un commissariat peut-être, sur la parole de l'enfant, comment ces enfants sont interrogés dans les tribunaux, est-ce qu'on prend dorénavant ce qu'ils disent pour argent comptant, comment ça se passe ? Alors déjà, pour être parfaitement clair, moi j'interviens très rarement, très peu en droit pénal. Donc je parlerai de ce que je connais, notamment sur les quelques auditions et confrontations sur lesquelles j'ai pu participer avec certains de mes clients. Parce qu'évidemment, quand vous êtes avocat, vous ne pouvez pas dire je m'arrête là et puis vous laissez votre client dans la panade. Donc évidemment, j'ai déjà assisté à des auditions, à des confrontations, donc je vais dire plutôt comment ça se passe. Généralement, une enquête va se passer dans le temps. D'accord ? Donc on va prendre le temps de l'enquête. Pour quelle raison ? Déjà pour voir si les versions ne vont pas varier dans le temps. C'est une très bonne méthode pour déterminer s'il y a des mensonges qui ont eu lieu. Parce que ce qu'on est capable de pouvoir dire avec précision, c'est souvent ce qu'on a pu vivre. Mais surtout, par l'effet du temps, vous allez oublier des détails. Or, un mensonge, lorsqu'il est bien préparé, vous allez vous rappeler 2 ans, 3 ans plus tard de détails qu'une personne normale n'est pas en mesure de pouvoir se rappeler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez regarder s'il y a des variations. Il peut y avoir des variations parce qu'on va se rappeler certains détails, parce qu'on va effectivement poser plus de questions, que les magistrats qui vont réaliser les auditions vont effectivement creuser des pistes. Mais en général, on reste quand même sur une histoire assez similaire. Les heures, les jours, les actes vont quand même être assez proches de ce qui a pu être raconté.
Et puis la troisième chose, c'est que à chaque fois qu'on va demander à la victime et à l'auteur de raconter ce qui s'est passé, on va essayer de pouvoir déterminer s'ils disent la vérité ou si c'est finalement une histoire inventée. On ne va pas dire un mensonge, il faut respecter aussi la parole des victimes. On peut avoir des victimes qui parfois vont se retrouver dans une situation où elles vont être coincées par leurs propres mensonges, leurs propres histoires, et donc par conséquent vont se retrouver bloquées. Et il faut leur donner une porte de sortie. Pour les enfants, c'est assez similaire. En fait, on va effectivement faire des auditions, des confrontations, et on va essayer de déterminer à chaque fois si, effectivement, il y a eu ou non des variations, des atténuations, des modifications dans leur récit. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir déterminer s'ils disent la vérité ou non. Bon, là, pour le coup, c'est une enfant de 4 ans. Il n'y a pas eu encore d'audition, je crois, de l'enfant. On a plutôt retrouvé des vidéos sur son Telegram. Aujourd'hui, que dit la loi contre ce type de personnes ? Ce sont des infractions sur des mineurs de moins de 15 ans avec autorité légitime. Donc là, c'est une circonstance aggravante. C'est un crime. Et là, effectivement, ça peut aller jusqu'à la perpétuité. Donc, il y a la peine qui est encourue, celle qui figure dans le texte, et puis il y a la peine qui sera prononcée. Et qui va dépendre, bien entendu, de ce qu'on va être capable de déterminer, des circonstances aggravantes ou atténuantes, de la personnalité, et puis du parcours, bien entendu, de la personne qui va être arrêtée jusqu'au moment où elle va être jugée. Ça va se passer plusieurs années. Et donc, on va essayer de voir si cette personne va être capable, à un moment donné ou à un autre, de pouvoir se réintégrer. Mais est-ce qu'on peut réintégrer ce genre de personnes ? C'est ça le problème. J'ai l'impression que non. C'est le grand débat, en fait, sur la prison. Certains vont considérer que la prison, c'est à la fois faire en sorte que ces personnes n'apportent plus rien à la société, ils ne deviennent qu'une charge, et on ne pourra plus jamais rien en faire. Donc, en gros, la société va porter la charge de ces personnes. Outre à cela, la prison devient une super école du crime, et donc, évidemment, si un jour il était amené à ressortir, ce seraient des délinquants en puissance. Et la deuxième version, et ces deux versions, finalement, ce sont les deux faces d'une même pièce, c'est de dire qu'à un moment donné, la prison sert à pouvoir permettre à la personne qui a causé du tort à la société de pouvoir se racheter, être capable aussi de reprendre le droit chemin, et à un moment donné, pouvoir donner à la société ce que la société a pu lui donner, et donc lui permettre sa réintégration. Et la réalité, elle va vaciller entre les deux, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois la nécessité d'isoler définitivement des personnes du reste de la société, parce qu'il pourrait lui causer du tort. Et ça, c'est le cas de la récidive. Donc, il faut déterminer si la récidive est possible. Et vous allez avoir, de l'autre côté, des personnes vers lesquelles il va falloir réaccompagner, il va falloir les accompagner vers une réinsertion. Parce qu'en réalité, ils ont encore des choses à apporter à la société, et ils sont capables, parce qu'ils ont un très faible taux de récidive, d'être en mesure de pouvoir reprendre une vie normale, et encore une fois, de ne pas être une charge définitivement pour la société. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.